Bonjour à tous, bienvenue à Tbilissi en Géorgie pour notre émission spéciale consacrée aux pays du grand voisinage de l'Union européenne qui à ce titre perçoivent des aides agricoles. C'est le cas de la Géorgie, ce pays caucasien de moins de 4 millions d'habitants qui consacre 9% de son PIB à l'agriculture, un secteur très important donc. Et il a quitté l'URSS en 1991. Il a eu un conflit gelé très important à propos de deux régions séparatistes en 2008 avec son voisin russe. Et en 2014, il a signé avec l'Union européenne un fameux accord d'association qui lui permet de booster ses échanges et puis surtout de récupérer 100 millions d'euros d'aide par an. Beaucoup sont destinés justement au monde rural. Et pour en savoir plus, nous allons à la rencontre de notre première invitée, Salomé Zourabichvili. Bonjour. Bonjour. Ancienne ambassadrice de France en Géorgie, ancienne ministre géorgienne des Affaires étrangères, aujourd'hui députée indépendante, proche du rêve géorgien au pouvoir. Et vous nous avez emmenés effectivement dans ce très beau château Moukrani, qui est un petit peu le Versailles, mais le vin, un petit Versailles. C'est important, le vin en particulier. D'abord, la Géorgie est considérée comme le berceau du vin. Le vin est très présent dans la religion chrétienne géorgienne. Les croix géorgiennes sont en forme de cep de vin. Et toute la culture géorgienne, pratiquement, tourne autour du vin. Les chants, la poésie. 2008, il y a invasion par les Russes de deux régions qui sont désormais séparatistes, Ossétie du Sud et Abkhazie. Et vous vivez dans cet état de conflit gelé aujourd'hui. Alors on vit dans cet état de conflit gelé depuis plus longtemps que ça, puisque les conflits ont commencé juste après l'indépendance de la Géorgie en 91. Et ça a été la façon pour la Russie de développer ces conflits, de les attiser, d'essayer de limiter, de contrer cette indépendance de son ancienne république que la Russie considérait un peu comme sa Riviera. On a un grand voisin qui a toujours été traditionnellement un voisin envahisseur, c'est la Russie. Pour nous, ce sont aujourd'hui des territoires occupés que la Géorgie ne contrôle pas, sur lesquels elle n'a pas de prise et qui constituent pour le développement même de la Géorgie, un frein, et c'est bien ça qui était l'objectif visé par la Russie. Effectivement, à la suite de ce conflit, il y a eu volonté de se rapprocher à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN, avec en 2014 un accord d'association très particulier avec l'Union européenne qui est entré en vigueur en 2016. C'est très important pour notre économie, notre agriculture, parce que c'est en réalité toute une série d'accords et de réglementations qui viennent modifier le paysage économique géorgien et législatif, puisque nous adaptons en permanence les lois géorgiennes pour les rendre compatibles avec celles de l'Union européenne. Et ça, c'est probablement l'une des choses qui est le plus important pour la réforme intérieure du pays et le sortir définitivement, ce qui est un travail considérable malgré tout, de l'ancien système soviétique qui est une véritable pesanteur. La Géorgie est aujourd'hui l'un des îlots stables, mais dans une région extrêmement compliquée. Alors cet accord d'association, il sert aussi à aider l'agriculture géorgienne. Et en effet, l'Union européenne a versé jusqu'à 77 millions d'euros en direction de cette agriculture à travers 1500 exploitations qui ont perçu des aides et qui ont permis d'augmenter leurs revenus de 20%. On regarde tout de suite quelques exemples avec ce reportage de notre envoyé spécial en Géorgie, Luc Brown. Mikhaïl ne s'attendait pas à écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'agriculture géorgienne. Cet ancien historien, de retour sur les terres de sa famille, a planté 3000 pieds de noyers. L'État a financé l'importation des graines et un nouveau système d'irrigation. C'est un arrosage goutte à goutte. L'eau ne se perd pas et va directement au pied de la plante. Il n'y a pas de gaspillage de ressources hydriques. Mikhaïl a suivi des cours dans un centre de formation financé par l'Union européenne. Sa ferme est désormais un modèle pour ses voisins qui souhaitent se lancer dans l'aventure agricole.
Ils s'intéressent à ce qu'on fait ici, comment on répartit notre budget, comment on travaille, comment on dépense notre énergie. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Ils veulent faire la même chose que nous et s'inspirer de notre ferme. L'UE a monté une 60aine de centres en Géorgie et près de 300 000 Géorgiens ont suivi ces formations. Ici, l'agriculture emploie un actif sur deux. L'expertise européenne est donc vitale pour augmenter la productivité du secteur. Nos meilleurs agriculteurs sont envoyés en stage en Europe et ils y apprennent de nouvelles techniques. Ainsi, à leur retour, ils nous aident en apportant leurs connaissances dans leur région d'origine et dans les programmes gouvernementaux. Entre 2013 et 2022, l'Europe prévoit une enveloppe de 180 millions d'euros pour l'agriculture et le développement rural en Géorgie afin de financer des formations mais aussi des équipements. Gojita Makaridze et sa coopérative viticole ont reçu 38 000 euros. Ils mêlent désormais les techniques traditionnelles géorgiennes avec des machines modernes subventionnées par l'UE. Avant, on utilisait les pieds et le poids de notre corps pour fouler le raisin. Mais comme tu le vois, je suis trop mince pour faire ça. Alors j'ai acheté cette machine qui nous aide à faire du vin avec des techniques européennes. Plus de 280 coopératives ont reçu des subventions directes de l'Union européenne. Chez les Makaridze, comme dans de nombreuses familles géorgiennes, on fait du vin depuis des générations. Une petite production, 5 000 litres par an. Les exploitations sont de taille modeste. Cultiver de telles parcelles n'est pas simple et l'aide de l'UE est vitale. Les programmes d'assistance de l'Union européenne sont bons pour les petits agriculteurs qui manquent d'outils adaptés. Nous avons commencé à percevoir des aides en 2014 et maintenant on peut voir les résultats. Et le gouvernement constate aussi le progrès que nous avons fait grâce à ces aides. Nous nous sommes agrandis et notre productivité est meilleure. L'Europe apporte des fonds, mais aussi la promesse d'un gigantesque marché. Ces apiculteurs ont reçu 90 000 euros, investis dans des équipements. Leur miel a gagné en qualité et la production a quadruplé, jusqu'à 20 tonnes par an. Si vous n'avez pas le savoir-faire, les ressources, l'équipement, vous resterez toujours qu'un petit agriculteur et vous lutterez toujours pour créer un peu de richesse. Mais grâce au soutien européen et notre travail et détermination, on a dépassé ce stade-là. La coopérative ambitionne d'exporter sa production de miel, notamment vers l'Europe, mais pour cela, elle doit remplir des critères stricts. Grâce à l'aide de l'Union européenne, nous sentons que dans l'avenir, nous ferons en quelque sorte un peu partie de la famille européenne. On voit le développement dans les pays membres et cela nous motive pour atteindre les mêmes standards. Pour l'instant, la plupart du miel géorgien n'atteint pas les standards européens. La coopérative vise donc les marchés asiatiques. Est-ce que c'est logique que l'Union européenne aide l'agriculture géorgienne ? C'est la façon d'aider la Géorgie. Aujourd'hui, tout le monde sait, même si on ne le dit pas comme ça, que l'entrée dans l'Union européenne et la vraie intégration, elle n'est pas pour demain matin, compte tenu de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne et ses problèmes intérieurs. La stabilité de la Géorgie, elle est indéniablement dans le développement de ses racines rurales et la modernisation de ses racines rurales. Parce que c'est vrai que l'ancienne classe agricole géorgienne, très soviétisée, a du mal à se reconvertir. En revanche, on voit arriver ces jeunes générations avec beaucoup d'enthousiasme dans le vin, dans le secteur fruitier. La Géorgie, à la différence de l'Ukraine, son voisin, qui a aussi signé cet accord d'association, ne se dirige pas vers un type d'agriculture, grande agriculture OGM, mais beaucoup plus bio. Merci Madame Jourabichvili de nous avoir reçus dans ce cadre magnifique. Et maintenant, nous sommes pile au centre de la Géorgie, dans la région Kartli, devant un jardinet d'herbes et de plantes aromatiques, 19 variétés qui vont servir à la confection d'excellentes tisanes Kona. Et nous allons à la rencontre de la productrice, Natalia Parskanaladze. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous donner un petit peu le secret de ces tisanes. Là, elle a cueilli ce matin origan sauvage, elle prépare pour sécher. Ah, on va voir ça. C'est le séchoir, le fameux séchoir. C'est les fleurs de grenadier, calendula, mélisse,
Ça, c'est origan sauvage. Qui sèche combien de temps? Ça prend avec l'été 3-4 jours. Et alors, c'est financé en partie par l'Union européenne? Oui, le séchoir est financé par l'Union européenne, aussi bien que l'irrigation goutte à goutte. C'était le budget de 7 000 €. Et aussi, en fait, c'est devenu très facile d'exporter en Europe. Il n'y a plus de droits de douane et vous avez l'espoir de vous développer et d'exporter. Mais on va voir, on va passer aux travaux pratiques. Qu'est-ce que vous allez me concocter? On va préparer tisane d'amour. Tu comprends du thé noir, un peu de pétales de rose, des pétales de rhododendron qui est la plante endémique du Caucase, et un peu de cacao et des noix. Ça va faire le goût. Oh là là, déjà l'odeur, fantastique. Après, ça donne des petits sachets en coton en mousseline, comme ça. Magnifique, avec pour étiquette une petite rose. Une petite rose. C'est votre marque de fabrique. C'est voilà. ça. Je vais aller goûter ça, allez. Et pour goûter cette très bonne tisane, nous allons nous installer dans ce jardin en compagnie de Cristina Casella. Bonjour. Vous êtes précisément la responsable de gestion des projets agricoles pour la délégation de l'Union européenne en Géorgie. Alors, des exemples, vous en avez beaucoup. 180 millions d'euros sur 10 ans dédiés à ces projets NPARD, comme celui-ci. C'est un des exemples des coopératives qu'on a aidé ici en Géorgie. Donc, il faut savoir que le modèle de la coopérative n'est pas un modèle très répandu ici en Géorgie parce qu'ils ont encore des souvenirs assez tristes, on va dire, de l'ère soviétique dans lesquels les coopératives n'étaient pas du tout ce que nous, en tant qu'Européens, on entend comme coopérative. Et on a signé en 2014 un accord d'association qui est entré en vigueur en 2016 qui permet justement de booster les échanges. C'est important pour l'Europe d'avoir des pays stables dans son voisinage. Donc voilà. Après, la signature de l'accord d'association est très importante pour le pays parce que, premièrement, potentiellement, elle ouvre tout le marché européen à la Géorgie. Donc, par contre, le problème est que même si les marchés sont ouverts, ce n'est pas forcément facile d'y rentrer parce que, voilà, il faut que la production soit appropriée à la demande et il faut surtout être aux normes. Donc, on parle de normes de sécurité alimentaire. On sait que les normes européennes de sécurité des aliments sont extrêmement contraignantes. Par exemple, un des produits que les Géorgiens essayent d'exporter, c'est le miel. Mais le problème, c'est que nous avons constaté que dans le miel qui est produit, il y a encore des résidus, notamment des résidus d'antibiotiques. Et des tout petits producteurs, pour eux, avoir accès au bio est très cher. En fait, c'est quelque chose de très cher pour la certification bio. Et c'est très difficile. Et surtout, c'est très difficile en ce moment parce qu'il y a quand même encore beaucoup de pestes et des maladies des plantes qui attaquent les cultures. Et donc, il y a eu les punaises diaboliques. Voilà, c'est ça. Il y a eu les punaises diaboliques qui ont vraiment été très négatives pour la récolte l'année passée et qui continuent à être un problème cette année. Et donc ça, c'est une approche qui vise à faire de l'agriculture qui soit en ligne quand même avec l'environnement aussi, donc qui prenne en compte les aspects environnementaux et tout en n'étant pas vraiment bio non plus. En fait, il y a des aides, des subventions de l'Union européenne dans tout le voisinage, y compris le voisinage sud, 16 pays, dont le Maroc. Nous partons en direction de Ouarzazate, cette région avec une palmeraie qui est un système d'irrigation très traditionnel, soutenu par l'Union européenne, comme nous l'explique notre correspondant Jean-Marie Lemaire. Au sud des montagnes de l'Atlas, aux portes du désert, la palmeraie de Skoura abrite des cultures d'oliviers, de palmiers dattiers, d'amandiers. Dans cette coopérative, produisant de l'huile d'olive, on a bénéficié en 2012 de l'appui européen pour acquérir une nouvelle machine de trituration. Cette installation leur a permis de tripler leur capacité de production. Donc, même au niveau de l'amélioration de l'emballage, c'était grâce donc au projet. Nous avons amélioré donc la qualité. Au début, c'était des bidons comme ça. Donc la vente se faisait dans les bidons comme ça. Et comme vous voyez, même au niveau de la salle ici, il y a donc des citernes en inox qui gardent un peu donc, une meilleure qualité de l'huile. Les déchets polluants de l'ancienne machine ont laissé place à des résidus propres et commercialisables. Non, ce n'est pas polluant, c'est écologique ça. Hein. Il est utilisé comme engrais au niveau donc, des exploitations agricoles. Il est utilisé également comme combustible.
Rationaliser les ressources des exploitants, enjeu principal du soutien européen. Dans l'Oasis, la modernisation des canaux d'irrigation traditionnels a permis d'optimiser la distribution de l'eau, vitale aux habitants. Le fait de réhabiliter ce réseau, surtout en béton, ça permet donc de gagner ces quantités d'eau qui sont perdues par des infiltrations pour permettre aux agriculteurs d'irriguer plus de superficie agricole. Avec 30% de débit d'eau supplémentaire, Mustapha a pu diversifier ses cultures. Grâce à ce projet, on est arrivé à faire pousser des figues, du raisin, du maïs. Les choses se sont bien améliorées. Depuis 2010, l'Union européenne apporte une aide financière de 130 millions d'euros pour soutenir le plan Maroc Vert, programme gouvernemental agricole. On ne verse pas d'aide directe aux agriculteurs marocains. Par contre, on va appuyer les politiques marocaines qui nous semblent positives pour développer la petite agriculture marocaine. L'objectif premier, c'est vraiment la prospérité du pays. Parce qu'un pays prospère pour nous est un pays, un voisin intéressant pour l'Union européenne. Améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs, un moyen de freiner l'exode rural et l'émigration. C'est la fin de notre première partie. Merci de nous avoir suivis, mais vous restez en notre compagnie pour une seconde partie où nous montrerons combien ce petit pays du Caucase tente de nouer des liens plus étroits avec l'Union européenne sur la question de l'agriculture biologique. Vous en saurez plus juste après la pause.